Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Élise Alphonse, je suis directeur adjoint en charge de la communication à la CCMO et je suis heureuse de vous accueillir ce soir à cette 6e conférence. Nous allons aborder un sujet très important puisque 80% d'entre nous sont victimes ou le seront au cours de leur vie de maux de dos. Et nous allons ce soir, avec Laurence Roufouillet, sophrologue, et Julien Spotz, aborder ce sujet tous ensemble. Sommaire de la soirée, nous allons d'abord traiter donc des pathologies du dos, ce que l'on peut faire lorsque l'on a mal, mais aussi comment gérer la douleur et la prévenir. Je vous invite tous, si vous avez des questions, à nous adresser un message via la discussion. Je collecterai vos questions et au cours de la conférence, je les poserai à nos experts. Je vais tout de suite laisser la parole à Julien Spotz, notre kinésithérapeute, qui va nous parler des pathologies du dos. Bonsoir à tous. On va donc attaquer cette conférence sur les maux de dos, le mal de dos. Alors, pour commencer, j'ai mis une petite slide que j'aime bien, parce que pour moi, ça fait revenir un petit peu en arrière, mais ça explique pas mal de choses. C'est l'évolution de l'homme, en fait. À la base, l'homme est un mammifère qui, petit à petit, s'est redressé, s'est mis debout. Et c'est un mammifère qui était plutôt actif, puisqu'il marchait, il pêchait, il cueillait. Bref, il était actif. Et au cours des années, surtout ces dernières années, on a vu une évolution apparaître qui va un peu à l'inverse en fait, de ce qui s'est passé depuis le début, puisque depuis le début, on avait plutôt tendance à se redresser pour bouger. Et petit à petit, on devient tous sur nos écrans à se recroqueviller, à s'arrondir. Donc, on comprendra qu'il est vraiment important d'avoir une activité compensatrice de cette sédentarité, puisque en fait, cette sédentarité va être un petit peu le nœud du problème. Alors, quelques chiffres sur la lombalgie pour commencer. Comme Élise nous l'a indiqué, 80% d'entre nous souffrent ou souffriront un jour de leur dos. Donc, c'est vraiment un problème où tout le monde est concerné. C'est la première cause d'accident de travail en France. C'est une des premières causes de consultation chez le médecin généraliste, chez les kinés, dans nos cabinets. C'est également un motif de consultation très important. Et ça atteint de plus en plus les enfants. Donc, il s'agit vraiment d'un enjeu de santé publique. Alors, quand on parle de lombalgie, là, on va parler plus des chiffres sur la lombalgie commune, ce qu'on appellera le lumbago, le tour de rein. Alors, il faut savoir que cette lombalgie, elle touche aussi bien les hommes que les femmes, et on l'a vu, les enfants, de plus en plus. Et donc, peu importe l'âge, tout le monde peut être touché par cette lombalgie, même s'il est vrai que l'âge reste un facteur important, puisque les études ont montré bien sûr que plus on vieillissait, plus on avait de l'âge et plus on était sujet à ces lombalgies. Alors, il faut savoir que cette lombalgie, elle évolue généralement favorablement en 4 à 6 semaines, et même dans 90% des cas, en moins d'un mois, le problème sera résolu. Alors, il reste ce 10% des cas où, alors là, ça va poser problème, puisqu'on va aller vers une lombalgie qu'on appelle chronique, donc qui dure plus de 3 mois, avec des douleurs qui s'installent et qui auront des conséquences importantes, puisqu'on comprend bien que quelqu'un qui a mal depuis plus de 3 mois, au bout d'un moment, ça peut jouer sur son moral, ça peut jouer sur son psychisme, ça peut jouer sur sa vie professionnelle, ça peut jouer sur sa vie affective. Donc, on va avoir un déconditionnement physique et psychologique important, et c'est à tout prix ça que l'on veut éviter via cette conférence, c'est éviter que les gens tombent dans cette lombalgie chronique. Alors, on va faire un petit zoom sur la lombalgie. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, la lombalgie, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur dans le bas du dos, au niveau des dernières vertèbres, au niveau des vertèbres lombaires. Donc, c'est là où on vous a mis la flèche rouge, en fait. Ça se situe ici, la lombalgie. Il faut savoir que notre squelette est divisé en cervical, dorsal, lombaire, sacrum. Donc, ici, là-haut, vous aurez les cervicalgies, les maux de cou, les dorsalgies et au niveau lombaire, les lombalgies. Donc, on va s'intéresser à cette zone-là ce soir. Alors, l'origine de la lombalgie, elle peut être diverse. Elle peut être osseuse, ça peut être une fracture, un tassement, d'ostéoporose. Elle peut être discale. Alors, discale, le disque, n'oublie pas, c'est cette petite structure qui est entre deux vertèbres. C'est un espèce de joint cartilagineux qu'on a entre les vertèbres. Et donc, on peut avoir une atteinte de cette structure également. Elle peut être articulaire avec des douleurs de l'arthrose, ligamentaire, musculaire. Bien sûr, on parle de la contracture ou de la déchirure musculaire.
Alors, la lombalgie commune, qu'est-ce que c'est? C'est une douleur qui apparaît dans le bas du dos d'origine mécanique. Alors, d'origine mécanique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais un geste brusque et aïe, je me fais mal au dos. Alors, je parle bien d'un geste brusque, d'un geste soudain, d'un effort brutal. On entend des fois parler de faux mouvements. Alors, on va casser un petit peu un mythe ce soir parce que le faux mouvement, malheureusement, il n'existe pas. Il n'y a pas de vrai ni de faux mouvements. Il n'y a que des mouvements ordinaires, mais un état de fatigue, une faiblesse musculaire peut faire que ce mouvement va engendrer une douleur. Donc voilà, ça c'est la première idée reçue à casser. Il n'y a pas de mauvais mouvements, hein. Tous les mouvements sont bons. Alors la lombalgie commune, c'est une douleur qui augmentera à l'effort, qui va être liée plutôt à des douleurs aux structures. On a parlé tout à l'heure des différentes structures. Donc là, on sera plus sur du muscle, du tendon, du ligament. Dans la lombalgie commune, on n'a pas de signe d'alerte. On va redétailler un petit peu après les signaux d'alerte plus en détail, parce qu'on va voir que ça aura toute son importance. Et donc, le risque le plus important de cette lombalgie commune, c'est la chronicité. Alors, je vous ai parlé des signaux d'alerte qui étaient importants. On va redétailler un petit peu ce que c'est, parce qu'en fait, ces signaux d'alerte, ce sont un petit peu les drapeaux rouges. Quand faut-il s'inquiéter de notre douleur de dos? Eh bien, ce sera une douleur non mécanique. Donc, non mécanique, ça veut dire que la douleur, elle ne vient pas suite à un mouvement, contrairement à la lombalgie commune. C'est une douleur qui va s'aggraver progressivement et qu'on aura tout le temps, à la fois au repos, qu'on peut avoir la nuit. Une douleur la nuit, vraiment, c'est une douleur à prendre en compte. Ça veut dire que c'est une douleur inflammatoire généralement. Un autre signe d'alerte sera le déficit neurologique. Alors là, le déficit neurologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une différence de sensibilité entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Je ne sens pas pareil. Il y a un endroit où je ne sens plus. J'ai l'impression d'avoir un petit peu la peau cartonnée. Ce n'est pas pareil, c'est différent. Donc ça, c'est un signe d'alerte. De même que la perte de force sera un signe d'alerte. Alors la perte de force, j'ai l'impression de perdre un petit peu l'équilibre, d'avoir moins de force d'un côté que de l'autre. Ça, c'est un signe également à prendre en compte. Une atteinte neurologique sera vraiment un motif de consultation en urgence chez le médecin. Et puis après, il peut y avoir d'autres signaux d'alerte, des antécédents de maladies inflammatoires, de cancer. Quand on a mal aussi suite à un traumatisme important, que ça peut éventuellement évoquer une fracture, il faudra consulter. Et puis tous les signes qui vont au-delà du mal de dos, c'est-à-dire que j'ai une perte de poids, j'ai une altération de mon état général, je suis plus fatigué que d'habitude, j'ai de la fièvre, j'ai des douleurs thoraciques. Voilà, tout ça sont des signaux d'alerte. Ces signaux d'alerte sont vraiment très, très importants à connaître puisqu'ils seront une cause de consultation chez le médecin. Alors, on va enchaîner un petit peu avec « j'ai mal au dos, qu'est-ce que je dois faire ?» Alors, je vous ai mis pêle-mêle un petit peu. Quand on a mal au dos, on a un tas de professionnels qui nous viennent en tête, le médecin généraliste, le kiné, on entend des fois parler d'ostéopathe, de neurochirurgien, de rhumatologue, de podologue, de radiologue. Bref, il y a plein de mots qui nous viennent en tête avec le mal de dos. On va essayer de faire le tri un petit peu et de voir un petit peu concrètement comment ça se passe dans le parcours de soins. Et dans le parcours de soins, la première chose à faire, ça va être de consulter votre médecin généraliste parce que ça sera votre interlocuteur privilégié. C'est lui qui va vous rediriger après en fonction de votre état et de son examen vers les professionnels de santé compétents. On parle souvent d'imagerie, de radio, de scanner, d'IRM. Si on est dans le cas d'une lombalgie commune, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'inquiéter si votre médecin ne vous prescrit pas d'examen, puisque l'examen, on ne verra pas grand-chose à l'examen. La seule chose qu'on peut voir, c'est des déformations, des scolioses, des choses qu'on a acquises depuis bien longtemps et qui ne sont pas forcément responsables de nos maux de dos. Donc, à part nous inquiéter un peu plus, il n'y aura que peu d'intérêt à faire l'imagerie. C'est vraiment en fonction de l'examen du médecin, des signaux d'alerte, que l'imagerie vous sera prescrite. Et quoi qu'il en soit, on l'a vu, je le répète encore une fois, vraiment c'est important. En cas de signaux d'alerte, il faut consulter son médecin. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma partie, parce que je suis kinésithérapeute. Donc, qu'est-ce que c'est que la kinésithérapie? Si on prend un petit peu la tronçonneuse intellectuelle et qu'on découpe le mot, kinésie, ça veut dire le mouvement, thérapie, c'est le soin. Donc, en fait, la kinésithérapie, ce serait plutôt le soin par le mouvement. Alors, à quoi ça sert la kiné? Alors déjà, la kiné, il faut savoir que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, uniquement sur prescription médicale. Donc, c'est votre médecin qui vous orientera vers un kiné afin que vous soyez pris en charge. Les objectifs du traitement kiné, ils sont multiples. En premier lieu, ça va être de vous soulager, bien sûr, puisqu'on parle de douleur. Donc, le premier rôle, quand même, qui reste un rôle important, ça sera de soulager les douleurs. Et puis, dans un deuxième temps, viendra le temps du renforcement. On va renforcer, on va essayer de prévenir le nombre de rechutes et on va éviter la chronicité. Et surtout, on va essayer de reprendre une activité physique adaptée aux patients. Donc, comment le kiné s'y prend? Il a deux grandes modalités de traitement, en fait. Il y a le traitement
qu'on appellera plutôt passif. Alors ça, c'est ce que les gens aiment plutôt bien, c'est ce qui est plutôt sympa en fait. C'est le massage, la chaleur, l'électrothérapie. Donc ces modalités, elles sont vraiment intéressantes et elles permettent quand même de soulager quand on est en phase très douloureuse. Mais ça sera plutôt le début de vos séances de kiné. Voilà, on va essayer de vous soulager, de couper l'information douloureuse pour mieux repartir. On entend souvent, quand j'ai mal au dos, je dois bouger. Moi, je n'interdis pas à mes patients, je me fais mal au dos, on a le droit de prendre 2-3 jours de repos, laisser le corps digérer un petit peu, cicatriser tout seul, et puis après, on va l'aider, on va se remettre en mouvement. Et puis donc, on a vu qu'il y avait le traitement passif. Et bien, à contrario, il y a le traitement actif. Et le traitement actif, c'est quand même le plus important, puisque c'est lui qui va nous permettre de rebouger. Pourquoi on dit que c'est un traitement actif? Parce que ça sera la collaboration entre le kiné et le patient. Le kiné pourra vous aider, mais à un moment donné, les exercices et les conseils, c'est vous qui allez devoir les écouter et c'est vous qui allez devoir vous mettre en action. Alors, l'objectif du traitement actif, ça sera de renforcer et de prévenir la récidive. Donc, pour ça, il y a plusieurs modalités, on va dire. Il y a des étirements, il y a des exercices de renforcement et puis, il y a les conseils pour reprendre une activité physique adaptée. Alors, on a vu que c'était important de bouger, mais alors, comment bouger? Comment il faut bouger? En premier lieu, il faut adapter ses activités physiques. Moi, je pense qu'il faut trouver une activité physique qui vous plaît, quelque chose qui ne sera pas contraignant, que vous aurez envie de faire. Là, on va rentrer dans une période un peu plus délicate, l'automne, l'hiver. Si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, s'il faut reprendre la voiture pour aller faire un truc qu'on n'a pas trop envie de faire, ça ne marchera pas. Ça va marcher une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais dans le temps, ça ne sera pas durable. Donc vraiment, avant toute chose, le premier conseil, c'est de choisir une activité qui vous plaît et que vous aurez envie de faire. Ensuite, il faut que cette activité, bien sûr, elle ne réveille pas trop de douleur. Il va falloir l'introduire de façon progressive. On ne passe pas de « je ne fais rien du tout » à je fais tous les jours 4 heures de sport. Il va falloir mettre le curseur au bon endroit et aller progressivement vers une reprise d'activité. Quelques sports qu'on peut faire comme ça, pêle-mêle, qui ont un intérêt un peu plus important que les autres, ça sera le yoga, le pilate, la marche. Quand on dit la marche nordique même sera encore un petit peu mieux, puisqu'avec les bâtons, elle vous permettra de faire travailler 95% de vos muscles. La natation, alors la natation, j'entends souvent, je vais à la piscine, mais ça me fait mal quand même. Malheureusement, souvent, les gens nagent la brasse. Et la brasse, ce n'est pas l'activité la plus conseillée. Moi, je conseille aux gens plutôt le dos crawlé ou le crawl vraiment allongé dans l'eau. On peut aussi prendre une planche allongée dans l'eau avec un masque intuba de façon à être le plus allongé possible. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. On avait mis également le Qigong qui est intéressant. Alors, bouger, pourquoi on va à tout prix remettre les gens en mouvement rapidement pour éviter En fait, on veut éviter ce cercle chronique, ce cercle vicieux de la lombalgie. Alors, le cercle vicieux de la lombalgie, c'est quoi? En fait, je me fais mal. Donc, comme je me suis fait mal, j'ai peur de bouger et j'ai peur de me faire mal. Alors, du coup, je reste inactif. Mais comme je reste inactif, je perds l'habitude de bouger, j'affaiblis mes muscles. Et comme j'affaiblis mes muscles, mes mouvements sont douloureux. Et du coup, je bouge encore moins. Et petit à petit, on rentre dans ce qu'on appelle la kinésiophobie, qui est la peur du mouvement. Et en fait, on s'affaiblit de plus en plus et on bouge de moins en moins. Donc, c'est à tout prix ça que votre kiné voudra éviter, le cercle vicieux de la lombalgie. Julien, alors moi j'ai une question. Est-ce que l'on peut pratiquer tous les sports quand on a mal au dos? Alors oui, on peut vraiment pratiquer tous les sports. Je vous ai dit, il n'y a pas de faux mouvements, contrairement aux idées reçues. Tous les mouvements sont bons à prendre. Tous les sports sont praticables à condition d'y aller progressivement, de se remettre en mouvement progressivement. Alors, on m'a parlé de la course à pied. La course à pied, ce n'est pas interdit de courir. Le corps est capable de s'adapter. Il y a des études, les dernières études montrent qu'il n'y a pas d'effet néfaste de la course à pied sur le mal de dos. Mais par contre, il faudra s'y prendre de façon progressive. Moi, quand je fais des programmes de remise en… les gens qui veulent se remettre à courir, en fait, je leur conseille d'y aller plutôt tous les jours, mais un tout petit peu. C'est-à-dire que la première fois, je leur dis, vous me ferez une minute de course, 1 minute de marche, 5 fois. Puis, vous y retournerez le lendemain. Si vous n'avez pas eu de douleur, bien sûr, vous y retournerez le lendemain. Et puis, le lendemain, vous me ferez 7 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Et comme ça, petit à petit. En fait, le corps est capable de s'adapter à condition qu'on lui fasse faire l'effort un petit peu tous les jours et surtout progressivement. Et alors, à l'inverse, si mon dos est trop musclé? Le dos trop musclé, rassurez-vous, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais en fait, on a besoin de nos muscles, comme je vous ai dit, puisque le problème, c'est quand on affaiblit nos muscles. Alors, on a besoin de nos muscles. Pourquoi on a besoin de nos muscles? Une image qu'on pourrait prendre, il faudrait imaginer votre colonne vertébrale comme le mât d'un bateau, en fait. Alors, le mât d'un bateau, pour tenir, il a besoin de haubans pour se maintenir.
chez nous, pour notre colonne vertébrale, les haubans, ce sont les muscles. Donc, le mât du bateau, il a besoin des muscles pour se tenir et pour être fort. Alors, j'ai une autre question, et là, ça concerne les enfants et le port du sac d'école. Alors oui, on a vu tout à l'heure que la lombalgie, elle touchait tout le monde, y compris les enfants. Les enfants, ils n'échappent pas à la sédentarité, hein, donc les écrans, tout ça, voilà. Hein. Mais alors, pour revenir sur le poids du cartable, le poids du cartable, il est censé ne pas excéder, d'après les dernières études, il est censé ne pas excéder 10% du poids du corps. C'est-à-dire qu'un enfant qui ferait 30 kilos devrait avoir un cartable qui ne dépasse pas les 3 kilos. Donc, vraiment, là, on a un vrai problème qui est un problème de fond et qui dure depuis des années. Alors, la parade, c'est déjà d'avoir un sac à dos qui va être le plus léger possible à la base. C'est-à-dire que souvent, on entend parler des cartables à roulettes. Moi, je ne suis pas forcément pour le cartable à la roulette, au risque de décevoir un certain nombre. Parce que les roulettes, déjà, fait que le sac est plus lourd de base. Donc, ça ne sera pas terrible. Et puis, deuxièmement, les enfants ont tendance à se tourner comme ça pour tirer leur cartable à roulette. Et en tournant comme ça, ils vont prendre en plus leur cartable toujours du même côté. Donc, ils vont induire une rotation vertébrale et un manque de peau. La pathologie de l'enfant la plus importante au niveau du dos, c'est la scoliose. Et la scoliose, qu'est-ce que c'est? C'est une rotation vertébrale. Donc, vraiment, je mettrai un bémol là-dessus. Puis bon, ils se retrouvent à pas toujours pouvoir rouler leur cartable, puisque dans les établissements, il y a certains établissements où il y a des escaliers, tout ça, ils vont devoir porter leur sac. Donc, vraiment, le cartable à roulette, ce n'est pas une bonne idée. Donc, moi, ce que je préconise, ce que je conseille aux gens, c'est plutôt un sac le plus léger possible à la base, avant de l'alourdir avec les affaires, et puis surtout un sac qui soit adapté à la morphologie de l'enfant, c'est-à-dire qui tombe bien, qui ne tombe pas trop bas. C'est-à-dire quand je dis pas trop bas, il ne faut pas qu'il tombe en dessous de la ceinture, quoi, de façon à ne pas emmener l'enfant trop vers l'arrière, et puis bien ajusté, porté sur les deux épaules. Les conseils qu'on pourrait donner un petit peu pour les enfants, et puis bien sûr, un petit peu d'activité physique. Merci Julien. Alors, j'ai une question d'Yvette aussi. Quel mouvement pour jardiner? Ah oui, tout à fait, parce que quand on dit bouger, on a parlé beaucoup d'activité physique, mais bouger, ça peut être les activités de la vie quotidienne, ça peut être jardiner, ça peut être bricoler, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout est bon à prendre. Alors, pour jardiner, le conseil le plus important serait de se mettre en fente, en fait, d'utiliser la fente. Trop souvent, on est un petit peu les pieds sur la même ligne. Et du coup, les pieds sur la même ligne, on peut vraiment se mettre en flexion au niveau de notre rachis. Je vous incite à essayer à la maison de faire le test. Vous vous mettez debout, les pieds sur la même ligne, et puis vous vous penchez un petit peu vers l'avant. Et vous allez voir ce qui se passe au niveau des lombaires, donc au niveau du bas du dos. Vous allez sentir vraiment qu'il n'y a rien qui vous empêche de fléchir et de mettre une flexion importante sur vos vertèbres. Au contraire, maintenant, vous allez mettre une jambe devant et l'autre derrière. Donc vraiment ce qu'on appelle la. Et là, vous essayez de vous pencher vers l'avant. Et là, vous allez voir que ce n'est pas du tout pareil. En fait, le fait d'ouvrir le compas entre les deux fémurs, entre les deux cuisses, ça vient déjà vous maintenir, vous verrouiller au niveau un petit peu de la région lombaire et du bassin. Vraiment, le plus important, c'est vraiment d'utiliser cette fente. Donc vraiment, si je dois jardiner, je me mets en fente. De même, si je dois jardiner en étant baissé, j'utiliserai pareil la fente. C'est-à-dire que je ne me mettrai pas à genoux sur mes deux genoux, je mettrai une jambe où je suis à genoux et l'autre où je suis sur le pied. Un petit peu la position qu'on appelle du chevalier servant. Voilà, pour vraiment venir verrouiller par l'ouverture du compas entre ces deux fémurs qui viendra verrouiller vraiment votre région lombaire. Alors, j'ai encore une question intéressante en plus. Alors, est-ce que l'on peut arriver à redresser son dos lorsque l'on est senior? On peut toujours, il n'est jamais trop tard pour se mettre en mouvement et renforcer tout son dos. Donc, bien sûr, on va pas, si on a une déformation structurelle vraie, comme une scoliose, ce genre de choses, malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière sur la scoliose. Mais par contre, si c'est juste parce qu'on est un petit peu enroulé, on peut travailler nos muscles pour se redresser. Donc, on verra tout à l'heure un petit peu des exercices qui nous permettent de travailler un petit peu cette musculature du dos. Et puis même, en fait, tout simplement, on a vu que le problème, si on reprend la première diapo, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début, où on voyait l'évolution de l'homme qui va petit à petit vers l'enroulement, on a dit qu'il fallait avoir des mouvements de compensation à ces mouvements. Et donc, en fait, le contraire de l'enroulement, c'est se redresser. Donc, petit à petit, il faut prendre des temps dans la journée où je viens me redresser. Je fais ça une dizaine de fois pendant une minute, mais je peux faire ça 3, 4, 5 fois par jour sans aucun souci. Donc, il est vraiment important de renforcer son dos. Merci Julien.
Donc, on a bien noté qu'il fallait bouger, que le mouvement, c'était important. Toutefois, il nous arrive quand même d'avoir mal. Et puis, il faut la gérer, cette douleur-là. Alors, nous avons invité Laurence, qui est sophrologue, qui va nous donner des pistes, justement, pour apprendre à bien gérer notre douleur. Merci Élise, et puis merci Julien pour tous ces conseils. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Alors, je vais vous parler notamment dans cette approche pour arriver à gérer la douleur, puisque bien évidemment, quand il y a une origine de cette douleur, alors Julien parlait tout à l'heure, hein, ça peut être, alors quand on va jusqu'à une maladie neurologique, mais ça peut être tout simplement un mouvement qu'on a fait qui n'est jamais un faux mouvement, mais qui est souvent un mouvement pour lequel, par protection, le dos, les muscles du dos ont créé une contracture. Je ne dis pas de bêtises, Julien, tu m'arrêtes. Hein, si, Pas du tout, Laurence. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'une fois que cette contracture est là, on va commencer avec ça, cette contracture musculaire, on va avoir tendance, en fait, Julien parlait tout à l'heure du cercle vicieux de la douleur. Plus on a mal, plus on a peur d'avoir mal, et plus en fait on va surcontracter. C'est-à-dire qu'on va essayer de protéger la zone douloureuse, notamment le bas du dos, en limitant les mouvements, en limitant les amplitudes, et d'une certaine manière, on anticipe presque avec une certaine anxiété sur le fait de se faire mal à nouveau. Donc, dans ces moments-là, il y a quelque chose qui va pouvoir nous aider. Donc, ce que je vais vous proposer déjà, c'est 3 choses aujourd'hui, 2 pour soulager et une pour faire un peu de prévention, puisque la respiration peut aider aussi de temps en temps à prévenir, notamment en renforçant le travail des muscles, et en particulier des muscles abdominaux et des muscles lombaires. Première possibilité, donc notre première stratégie pour justement casser ce cercle vicieux de la douleur, c'est de mettre en place la décontraction. Alors, si c'était simple et si c'était facile, on le saurait. C'est là où on va utiliser un des outils de la sophrologie qui est la respiration. Pourquoi? Parce que même si on envoie l'ordre à nos muscles de relâcher, ils ne vont pas relâcher comme ça, parce qu'ils ont justement imprimé une contracture, hein, donc quelque chose qui va être vraiment très sécurisé et à la fois très douloureux. Donc on va essayer en fait de changer de canal. On va passer par autre chose. La respiration est une des fonctions du corps, et ça tombe bien, c'est une des fonctions qu'on peut maîtriser. Hein, c'est une des fonctions que je peux décider par exemple de modifier. Je peux modifier le rythme, je peux modifier la durée de mes respirations, je peux faire des inspirations, des pauses, des expirations. On parlait tout à l'heure de la piscine, si je décide d'aller sous l'eau par exemple, je vais retenir mon souffle. Donc la respiration, c'est vraiment une des fonctions qu'on peut modifier. Et bien, ça va nous servir pour notamment décontracter. Comment on va aider à décontracter? Comment on va changer de canal? On va passer par une des techniques qu'on utilise en sophrologie, outre la respiration, c'est de compléter la prise de conscience, donc vraiment le travail sur de la respiration consciente. On va compléter par un travail sur la visualisation. Et quand on dit visualiser, vous l'avez vu, c'est visualiser des couleurs. Pourquoi? Parce que les couleurs, c'est simple. Les enfants savent le faire, les adultes savent le faire. On a tous des couleurs qu'on préfère. On a des couleurs qui nous apaisent, et ça n'est pas pour rien parce qu'il y a une très forte symbolique autour de la couleur. Alors pourquoi la couleur, ça va nous aider par rapport à nos ressentis de détente? Parce que de manière traditionnelle, on a divisé les couleurs en 2 catégories. On va avoir des couleurs froides et on va avoir des couleurs chaudes. Et au cours des ateliers que j'ai pu faire déjà avec donc, la CCMO sur les précédentes étapes du tour essentiel, on en a fait un à Beauvais la semaine dernière, on en a fait un à Compiègne, on en fera un à Amiens mercredi, donc après-demain. En fait, j'ai fait tester sur les groupes les 2 possibilités. Alors, de manière traditionnelle, quand on travaille sur l'atténuation des sensations douloureuses, puisqu'en fait, on a tous un seuil de sensibilité qui est différent à la douleur. Alors, certains vous diront que les hommes, par exemple, alors il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein, je ne veux pas être discriminante, mais il semblerait que les hommes aient une perception, une sensibilité beaucoup plus, comment je dirais, réactive à la douleur. C'est-à-dire que sur ma petite échelle que j'ai dessinée, entre 0 à 10, hein, la moyenne est à 5, à partir de 3, pour les hommes, ça va être déjà difficile, inconfortable.
Les femmes peuvent tenir peut-être jusqu'à 5 ou 6 avant de se plaindre. Alors, je ne porte pas de jugement là-dessus, hein, c'est simplement un constat. Donc, de manière traditionnelle, on avait tendance à dire que évoquer des couleurs froides associées par exemple à des sensations de fraîcheur, le froid, la glace, la neige, le vent, le souffle frais, tout ce que vous voulez, c'était plutôt favorable à couper ou à atténuer en tout cas le signal douloureux. Hein, donc, de même que vous l'avez certainement fait pour vous ou avec vos enfants, quand vous vous faites un coup, on va mettre une poche de glace et que la glace va avoir cette capacité, cette propriété. Alors, non seulement à atténuer l'hématome hein, qui pourrait s'installer, donc on va limiter le bleu, mais aussi on va couper la sensation douloureuse. Pour autant, il y a d'autres personnes qui, en fonction du type de douleur et des ressentis qu'elles ont, vont être plus à l'aise avec des sensations associées à la chaleur et aux couleurs chaudes. Je donne l'exemple hein, du bain chaud. Pour se réconforter, pour se décontracter, on va prendre une douche chaude ou un bain chaud. Eh bien, on a pu tester les deux, donc vraiment utiliser avec la respiration et associer le souffle, et c'est pour ça que je vous ai dessiné le souffle, hein, un peu comme on peut le voir, notamment l'hiver, hein, quand on respire dans la rue et qu'il fait très froid, on va vraiment voir la vapeur d'eau, on voit quelque chose qui va être un peu blanc ou gris, c'est notre souffle. Le souffle, on peut l'associer à une couleur et on va déplacer cette couleur et ces sensations sur la zone douloureuse. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité qu'on va avoir, c'est d'essayer de défocaliser. Pourquoi? Tout à l'heure, on a eu une petite anecdote. Hein. Élise nous a dit, ben voilà, Julien, ton siège fait un petit bruit, ça dérange tout le monde. Alors, ça m'arrange cette anecdote parce que je compare souvent la douleur à un bruit. La douleur nous perturbe, la douleur est inconfortable, elle nous gêne, elle nous empêche de bouger ou de faire tout ce qu'on voudrait, même si on a compris, hein, il faut garder une activité, il faut bouger, il faut marcher, il faut si possible garder une activité physique. Cette douleur, elle occupe une partie de notre corps, hein, donc elle est vraiment sur une zone, hein, ça peut être une épaule, ça peut être le bas du dos, et on est complètement obsédé par ça. C'est-à-dire qu'on voit que notre mental est complètement accaparé par le fait que cette douleur est présente, elle aimante, un peu comme un bruit. Quand on a un bruit gênant, on ne pense plus qu'à ça. Or, vous avez peut-être remarqué que les bruits, vous les entendez si vous les écoutez. En ce moment, il y a beaucoup d'orages. Hein. On a eu des gros orages hier et cette nuit. Parfois, l'orage vous réveille, mais finalement, si vous écoutez l'orage, il va vous empêcher de vous rendormir. Bien, la douleur, c'est pareil. C'est-à-dire que si on écoute la douleur, elle est présente, elle envahit tout et elle prend toute la place. Et elle ajoute à une mauvaise qualité de vie. Julien Spot nous disait tout à l'heure, hein, le mal de dos a des répercussions sur notre humeur, sur nos relations avec les autres, sur notre vie de famille, on est irritable, on est de mauvaise humeur, voilà, donc ça va vraiment envahir tout. Donc l'autre possibilité, ça va être de défocaliser. Donc on a en sophrologie, en utilisant notamment la respiration, des techniques qui vont consister à sortir notre attention de la zone douloureuse pour la porter sur une autre zone. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît et c'est quelque chose qui fonctionne tout à fait. Donc ça, c'est vraiment les deux stratégies qu'on va pouvoir utiliser pour permettre non pas de supprimer la douleur, bien évidemment, ce serait une sorte de pensée magique, on ne va jamais la faire disparaître comme d'un coup de baguette magique, mais on va pouvoir minimiser les ressentis et minimiser aussi la gêne, l'inconfort qu'elle procure au quotidien, si bien qu'on va se remettre à faire des choses et il y a un moment où on se dit c'est pas que j'ai plus mal, c'est qu'en fait j'ai oublié de penser à cette douleur. Ce qui est déjà quelque chose qui améliore grandement le quotidien. Et puis, puisqu'on parle de la respiration, il y a des moments aussi où on va pouvoir utiliser la respiration et c'est la troisième possibilité que je vous suggère en prévention. Pourquoi en prévention? Parce que la respiration implique bien évidemment nos poumons. Donc les poumons vont se gonfler et se vider. Et pour que ce soit possible, alors je vais me mettre debout, vous savez que nous avons ici un grand plancher musculaire, donc un grand muscle qui a une forme arrondie qui s'appelle le diaphragme. Le diaphragme est le muscle de la respiration puisque ce sont les mouvements du diaphragme qui s'abaissent lorsqu'on inspire et qui remontent lorsqu'on expire. Les mouvements du diaphragme vont permettre de gonfler et de vider les poumons. Bon, ça, c'est son action, hein, c'est son rôle purement mécanique. Pourtant, certaines respirations profondes vont nous permettre, puisque le diaphragme est un muscle très puissant,
Le diaphragme, en fait, va étirer des muscles qui se trouvent finalement, qui tapissent la cavité abdominale. Ces muscles profonds vont pouvoir à nouveau être tonifiés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du gainage et on qualifie souvent ce type de respiration. C'est vraiment faire des abdominaux qu'on appelle hypopressifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas charger ni les organes, ni par exemple le plancher pelvien. On sait que si on force aussi sur le plancher pelvien et notamment sur le périnée, ça peut créer d'autres désagréments par rapport au fait de soutenir, de maintenir les organes qui se trouvent dans la cavité abdominale et dans le petit bassin. Le petit dessin que je vous propose, c'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire, y compris quand vous avez mal au dos, parce que vous allez voir que ça va vous permettre alors de soulager cette zone. Et ça permet de faire aussi, à certains moments, du préventif, parce que Julien nous l'a dit, une fois que la douleur est passée et qu'avec votre kinésithérapeute, vous avez pu recevoir des massages ou faire de l'électrothérapie localement pour soulager la douleur, il y a un moment où il faut passer au renforcement musculaire. Eh bien, la respiration peut aider en prévention à ce renforcement musculaire. Vous êtes allongé sur le sol. Votre tête peut reposer sur un petit coussin. L'idée est vraiment que le dos soit le plus à plat possible. Et pour que le dos soit le plus à plat possible, on va mettre les jambes avec les genoux en crochet en rapprochant les talons des fessiers. Donc, rapprocher les talons des fesses en fonction de ce qui est possible. On n'a pas besoin de faire quelque chose de très physique, c'est simplement pour avoir une position confortable qui, en plus, va permettre de dérouler justement la courbure lombaire. Dans cette position, la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est d'abord d'expirer. Donc, on va souffler, 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 souffler pour vider les poumons. On bloque et là, on va faire semblant d'inspirer. Donc, c'est ce qu'on appelle de la fausse respiration thoracique, c'est-à-dire qu'avec mon thorax qui est ici, je vais prendre une inspiration. Et là, si vous le faites tout de suite, même en étant assis, vous allez constater que non seulement votre thorax remonte très fort, mais vous avez l'impression presque que vos organes viennent se plaquer contre votre colonne vertébrale et votre ventre va se creuser. Et là, vous êtes en train de faire travailler des muscles profonds uniquement avec votre respiration. Ensuite, bien évidemment, quand on a fait cette fausse inspiration, les poumons sont vides. On va relâcher, on réinspire, on peut faire une inspiration-expiration, tranquille, et puis on est toujours allongé sur le dos et on recommence. Donc, on vide les poumons, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on bloque et on fait semblant d'inspirer. Et là, vraiment, le thorax va monter très fort et il plaque très fortement les muscles, à la fois les muscles abdominaux, mais aussi les muscles lombaires. Donc, on est vraiment sur un gainage de cette ceinture abdominale, très facile à faire avec la respiration. Si vous prenez une petite habitude et une petite routine le matin, il peut suffire de le faire, allez, on va dire une dizaine de fois. Donc, une dizaine de respirations, c'est déjà un très bon entraînement. Et qui plus est, il peut y avoir un effet très motivant si vous voyez que ça commence tranquillement à redessiner vos muscles abdominaux sans faire finalement de choses qui risquent justement de traumatiser cette zone. Donc, on est sur des exercices qu'on appelle hypopressifs. Voilà, Élise, pour cette partie. Au maximum, combien de fois par semaine on peut faire ces exercices? Alors, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de maximum. Quand on a mal, je parle des 2 premiers exercices qui sont vraiment sur le fait d'atténuer. Faites-le quand vous en ressentez le besoin. Faites-le peut-être avant d'avoir trop mal. C'est-à-dire, dès que vous sentez que c'est un peu inconfortable, même assis, donc ça peut être au bureau, on s'assied simplement. Alors moi, j'aime bien l'idée de se reculer dans sa chaise. On se recule dans sa chaise, on décroise les jambes, on relâche les épaules, on peut poser les mains sur son bureau, on peut les croiser sur son ventre. En revanche, on ne va pas les fermer sur le thorax parce que sinon, on verrouille, on va bloquer le diaphragme. Et puis là, tranquillement, un petit exercice de visualisation autour du souffle avec l'idée d'imaginer qu'on envoie de la couleur vers la zone qui est tendue. Je souffle. Alors moi j'aime bien la fraîcheur, du blanc, du bleu, donc on est vraiment plutôt sur des couleurs froides. J'imagine que j'envoie le souffle, que je le fais passer dans un sens, dans l'autre, etc. Si je ralentis ma respiration, je vais aussi installer le calme. Donc vous allez voir qu'on décontracte assez facilement. Donc ça, c'est quand on a envie. Après, moi, c'est vrai que par habitude, à titre d'entraînement, j'aime bien l'idée de faire une série de 10 respirations tous les jours. Après, il n'y a pas de contre-indication.
Si vous voulez en faire 10 toutes les heures, il n'y a aucun problème. Une question de FNB qui n'a pas bien compris ce que voulait dire faire semblant d'inspirer sur les exercices hypopressifs. Sans problème. Alors, je vais essayer de vous le refaire. Je vide mes poumons. Je vais bloquer mon souffle. Donc, en fait, mes poumons sont vides. Et je vais faire comme si je prenais une inspiration, mais sans prendre d'air. Donc, ça va faire. Donc, vraiment, il va y avoir ce mouvement où, en fait, je remonte le thorax et je vais creuser mon ventre. Julien, est-ce que tu aurais une manière plus technique de la décrire? Parce que toi, je sais que tu vois de quoi je parle. Oui, non, je pense qu'il faut vraiment essayer de le faire en même temps. Il faut suivre un petit peu ce que tu dis. Et on sent bien qu'au niveau… Comme si je voulais inspirer par le nez, mais en fait, je ne prends pas d'air. J'ai vidé, je retiens mon souffle. Imaginons comme si on voulait mettre la tête sous l'eau. Donc, je retiens mon souffle. Et en fait, je vais faire comme si je voulais prendre de l'air par le nez. Et là, on sent bien vraiment très fortement pousser sur le thorax et mon ventre va se creuser de manière assez conséquente. D'ailleurs, on ressent presque le volume des organes parce que la paroi abdominale vient se plaquer. Et là, on a une tonification des muscles au niveau de la ceinture abdominale. Bien, merci Laurence, excusez-moi. J'ai une autre question. Sur les techniques de visualisation et de respiration, est-ce qu'on peut les apprendre à des enfants? Ah oui, très facile. Alors, les enfants ont même une plus grande capacité que nous à le faire. Avec les enfants, on va pouvoir partir sur les couleurs. Avec les enfants, on va pouvoir partir sur les sensations. Tout à l'heure, je vous disais la fraîcheur. Vous pouvez imaginer ou faire imaginer à un enfant un glaçon, une boule de neige, un courant d'air. L'image, ça peut être quand je fais du vélo et que je ressens la fraîcheur sur mon visage. À l'inverse, pour la chaleur, on va lui dire une bouillotte, le sèche-cheveux quand il est chaud. Donc, d'être vraiment sur ces sensations et d'imaginer qu'on recrée, qu'on déplace ces sensations au niveau de la zone qui en a le plus besoin. Merci Laurence. Alors, moi, j'aurais, grâce à toi justement, signaler que la CCMO, sur son site internet, a des podcasts. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots. Ah, mais avec plaisir. Qui intervient. Donc, on a mis en place depuis le printemps, je crois, des podcasts. Donc, c'est vraiment des petites chroniques qui durent 5 minutes. Donc, c'est assez court, assez précis, donc sur 3 thèmes. On en a fait 2 premiers qui sont déjà disponibles donc, sur le site. Le premier sur 5 conseils pour améliorer son sommeil avec la sophrologie. Donc, vraiment, je vous guide avec des conseils pratiques pour essayer de remettre en place par soi-même donc des techniques simples autour du sommeil. Avant l'été, on en a fait un sur le fait de limiter le grignotage, alors notamment ce qu'on appelle les kilos émotionnels, c'est-à-dire tous ces moments où en fait on grignote parce que voilà, c'est un petit peu difficile. Donc, comment la sophrologie peut aider. Et puis le troisième qui justement est sur la gestion de la douleur et pour lequel il y a 2 techniques qui sont expliquées. Et donc, ces podcasts sont disponibles sur le site de la CCMO, ccmo.fr, sur la rubrique Ma santé sur et le moi. dossier Ma santé et moi, voilà. Donc, rendez-vous sur ccmo.fr, rubrique Ma santé et moi. On va reprendre avec Julien puisque il nous était important de parler un petit peu de prévention, puisque comment on fait, on a mal au dos, mais ce qui serait bien, c'est peut-être de prévenir les maux et de pratiquer un peu d'exercice pour éviter de se blesser. Tout à fait, on a vu que la prévention était importante et on a vu que la prévention, elle allait passer par le mouvement. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas de mauvais mouvement, certes. Après, il y a des petits exercices qu'on peut faire, j'ai envie de dire, au quotidien. Alors, on va vous montrer des exemples. L'idée, ce n'est pas de faire tous les exercices tous les jours, mais peut-être… alors là, on va vous en montrer 4 ce soir. Après, c'est pareil, sur le site de la CCMO et sur les réseaux sociaux, vous trouverez une dizaine de vidéos avec des exercices. L'idée, c'est peut-être d'en piocher parmi ces 10 exercices, des petites choses à faire tous les jours. Vous en faites peut-être 2, 3 chaque jour, 5 minutes. Et c'est toujours 5 minutes de gagner. C'est toujours mieux que 5 minutes dans le canapé, par exemple. On va vous montrer quelques vidéos d'exercices que vous pouvez faire à la maison. Alors, en premier lieu, on va vous montrer un exercice qu'on appelle dos rond, dos creux. Un exercice qui est aussi connu sur le chat, le chien. Alors, on va vous montrer ça tout de suite. Le but de cet exercice, il est d'assouplir la colonne vertébrale, d'entretenir la mobilité du rachis. Alors, quand on dit du rachis, c'est le dos. Et surtout d'entretenir aussi la mobilité du bassin, puisque dans les problèmes de dos, on sait que la mobilité du bassin, c'est important. Un bassin qui sera fixé, qui sera bloqué,
c'est le dos qui va tout prendre. En fait, le bassin ne servira pas de tampon et tous les mouvements se passeront dans vos vertèbres lombaires. Donc ça, on veut éviter. Et puis, on parlait des abdominaux juste avant avec Laurence. Dans cet exercice, il suffit de mettre la respiration, d'adapter la respiration correctement et on pourra avoir un renforcement du muscle transverse qui est un des muscles les plus profonds des abdominaux. Alors, la preuve en image. Donc, vous allez voir, on part d'une position à quatre pattes. Alors, je reviens juste, je mets sur pause 2 petites minutes. Pourquoi la position à quatre pattes? Moi, j'aime beaucoup la position à quatre pattes pour les exercices de prévention des maux de dos, surtout pour les gens qui ont mal au dos. Parce que souvent, les gens ont mal au dos, on dit « moi, je n'ose pas trop bouger ». En fait, quand vous êtes à quatre pattes, quand on est debout, on a la pesanteur qui agit sur nous. La pesanteur, c'est une force verticale qui va du haut vers le bas. Si vous êtes debout, cette pesanteur, elle vient mettre une force de compression en fait, entre vos vertèbres et vos disques. Alors que si vous êtes à quatre pattes, dans cette position-là, la pesanteur, elle est toujours du haut vers le bas. On n'a plus du tout cette contrainte de compression entre les vertèbres et les disques. Donc, le dos, on pourra le bouger de façon beaucoup plus libre sans être néfaste. Donc, vous allez arrondir le dos, puis creuser le dos. Alors, quand on creuse le dos, on inspire. Et quand on arrondit le dos, on expire. Alors, on inspire quand on creuse le dos. On inspire quand on creuse le dos, parce que quand on creuse le dos, finalement, c'est là où on va le plus expandre notre cage thoracique. Donc, la physiologie respiratoire fait que ça sera beaucoup mieux de faire ce dos creux en inspirant. Et à l'inverse, quand vous allez arrondir, vous allez restreindre un petit peu l'espace pour vos poumons, donc vous allez souffler. Donc là, vous alliez à la fois la mobilité et le renforcement musculaire. Alors, un autre exercice qu'on a voulu vous montrer, toujours à quatre pattes, ça sera de lever un bras ou une jambe, ou un bras et une jambe. Alors, on va vous montrer ça. Donc là, le but, ça sera de renforcer les muscles du dos, la musculature du dos. Donc tout à l'heure, on parlait de la colonne vertébrale qui est comme le mât d'un bateau. Là, le but, ça va vraiment être de renforcer ces haubans musculaires, ces muscles dorsaux. Alors, pour commencer, vous pouvez lever juste un bras, que vous tenez 6 secondes, puis vous levez l'autre bras, vous tenez 6 secondes. Vous pouvez aussi choisir de lever juste une jambe, toujours pareil, durant 6 secondes. Puis vous leverez l'autre jambe. Donc, quand on monte la jambe ou quand on monte le bras, on inspire et on soufflera en revenant à la position initiale. Alors, il est vraiment toujours important de placer une respiration sur les mouvements. Et en progression, si vous n'avez pas de difficulté d'équilibre ou si ça vous paraît simple, comme on l'a vu auparavant, vous pourrez lever un bras et une jambe en même temps. Alors, quand on lève un bras et une jambe en même temps, justement pour des raisons d'équilibre, on lèvera toujours bras et jambes opposés. C'est-à-dire que si je lève mon bras droit, je lèverai ma jambe gauche en même temps. Et si je lève mon bras gauche, je lèverai ma jambe droite en même temps. Et on pense toujours pareil à la respiration. Je monte, j'inspire. Et je descends, je souffle. Alors, ensuite, j'ai voulu vous montrer un petit peu 2 exercices pour faire les abdominaux. On entend souvent parler des abdominaux et souvent, ce qu'on voit, ce qu'on associe aux abdominaux, c'est ces relevés de buste que personnellement, j'aime pas trop parce que quand on a mal au dos, venir faire une flexion sur ses vertèbres, ça peut faire très, très peur et je le comprends. Donc, je vous encourage vraiment à essayer les 2 exercices qu'on va voir maintenant. Parce que vous allez voir, en vidéo, ça ne paraît pas impressionnant et je vous promets que le recrutement des abdominaux est important. Donc vraiment, ça vaut le coup d'essayer. Donc, le but étant de renforcer les abdominaux. Alors, vous allez partir d'une position allongée. Vous allez venir mettre les jambes, les cuisses à 90 degrés. Et dans cette position, vous allez venir pousser avec vos mains sur vos cuisses. Les cuisses ne doivent pas bouger. Et vous exercez juste une pression avec vos mains sur vos cuisses qui ne bougent pas. Et là, on a un recrutement des muscles des abdos. Alors, pendant 6 secondes, on va pousser sur les cuisses.
puis pendant 6 secondes, on va relâcher. Alors, cet exercice serait incomplet si on ne plaçait pas la respiration, puisque, comme nous a expliqué Laurence, vraiment le placement de la respiration est toujours très important pour avoir un meilleur recrutement musculaire. Donc, quand je viens pousser sur mes cuisses, je souffle. Et quand je relâche, j'inspire. Alors là, on voit une variante de l'exercice que je vous ai montré tout à l'heure, puisque tout à l'heure, il s'agissait de pousser avec les 2 mains sur les 2 cuisses. C'est-à-dire que main droite poussait cuisse droite et main gauche poussait cuisse gauche. Là, on voit finalement une variante où, en fait, avec les 2 mains, je viens pousser sur la même cuisse. Alors, cet exercice, il a un intérêt dans le sens où il va nous permettre de recruter un peu plus les obliques, qui est un autre muscle des abdominaux. Donc, toujours pareil, je pousse en soufflant et je relâche en inspirant. Alors, on va vous montrer un dernier exercice pour faire les abdominaux. Cet exercice, je l'aime bien aussi car il permet à la fois de renforcer les abdominaux et en même temps de travailler la mobilité du bassin. Alors, démonstration. On va partir d'une position allongée, les jambes en crochet. Dans cette position, je viens placer mes mains sous ma région lombaire et je vais venir écraser mes mains pendant 6 secondes. C'est-à-dire que pour écraser mes mains, je dois basculer mon bassin vers l'arrière, faire ce qu'on appelle une rétroversion. Et bien, cette rétroversion entraînera une contraction des abdominaux. Donc, 6 secondes de travail, 6 secondes de repos. Alors, on n'a pas indiqué la respiration. Toujours pareil, quand je viens plaquer ma région lombaire sur mes mains, je viens souffler en même temps. Puis quand je relâche, je viens inspirer. Voilà, si la respiration était placée, autant pour moi. Et on voit là une autre variante. Je peux le faire avec une jambe en crochet et l'autre tendue, ou les 2 jambes tendues. Et là, ça sera un petit peu plus difficile. On voit bien la contraction des abdominaux. Là. On le voit très bien sur la vidéo. Donc, voilà un petit peu pour les exercices que l'on peut faire à la maison. Donc là, je vous ai dit, c'est 4 exemples d'exercices. Vous retrouverez d'autres exercices sur le site de la CCMO, dans le dossier santé, ou sur les réseaux sociaux de la CCMO, ou sur la chaîne YouTube de la CCMO. Julien, oui, Élise? Est-ce qu'il est conseillé d'ajouter des poids sur ces exercices? Alors là, non, pas du tout. C'est des exercices qui se font sans matériel. Comme tous les exercices d'ailleurs qu'on vous a mis en vidéo, c'est vraiment des choses qui sont très simples, facilement reproductibles et où on ne mettra pas de poids. Alors, après, les poids, moi, je préfère plus qu'on travaille sur l'endurance musculaire plutôt que sur la force musculaire. Être capable de faire un relevé de buste contre 20 kg, finalement, pour moi, ça n'a que peu d'intérêt. Je préfère que mes muscles soient suffisamment forts pour me tenir et pour maintenir une posture. Donc, finalement, le travail avec les poids, j'y vois que peu d'intérêt. Dans les conseils que je peux vous donner, comme je vous l'ai dit, c'est comparable à l'entraînement d'un athlète, quoi. C'est-à-dire que je préfère que vous travailliez un petit peu tous les jours, même si ce n'est pas longtemps, mais je préfère que vous travailliez tous les jours. Comme je vous l'ai dit, le corps, il est capable de s'adapter. Et pour qu'il s'adapte, il faut qu'il ait régulièrement à manger. Donc, il faut qu'on fasse régulièrement l'effort. Donc, vraiment, pour moi, l'hygiène du dos, c'est comme l'hygiène bucco-dentaire, c'est tous les jours. Alors, pas forcément un quart d'heure tous les jours, mais comme je vous ai dit, 5 minutes déjà par jour, c'est déjà très bien. C'est toujours mieux que 5 minutes dans le canapé. J'ai une question. Les exercices qui ont été présentés en vidéo, combien de fois par semaine doit-on les pratiquer? Eh bien, écoute, les exercices, on peut les faire. On n'est pas obligé de tout faire tous les jours. On en pioche 1 ou 2 et puis qu'on fait chaque jour, quoi. On a le droit de s'octroyer un jour de repos. Si un jour, je n'ai vraiment pas le temps, je ne le fais pas. Mais vraiment, il faut que ça devienne une petite routine. Je fais mes exercices 5 minutes. Aujourd'hui, je vais faire celui-là. Demain, j'en ferai un autre. Et puis, ça permet de varier un petit peu les plaisirs, de ne pas se lasser, quoi. Vraiment un petit peu tous les jours, quoi, dans l'idée. D'accord. Alors, et j'avais une question aussi qui est arrivée, alors un peu plus où on revient sur, alors pas dans la rubrique prévention, mais que pensez-vous des t-shirts Perco?
Ah, Ah, les t-shirts Perco. Alors déjà, qu'est-ce qu'un t-shirt Perco? Alors, un t-shirt Parco, c'est un t-shirt qui est censé nous permettre de nous tenir droit, en fait, qui nous maintiendrait un petit peu droit. Euh, alors, pour moi, honnêtement, mon œil de kiné là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de marketing, quoi. Enfin, je me méfie toujours de ces effets marketing et de ces phénomènes de mode qui arrivent. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais dans le traitement kiné de modalité passive et de modalité active. Là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de passif. C'est-à-dire que je mets mon t-shirt et hop, comme par magie, je me tiens droit. Sauf que le jour où je ne mets pas mon t-shirt, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je vais m'écrouler, quoi, parce que mes muscles n'auront pas du tout l'habitude de travailler, puisqu'avec le t-shirt, mes muscles, eh ben, ils se mettent au repos, tranquille, et je m'affaiblis un petit peu plus. C'est comme le port de la ceinture lombaire, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Moi, la ceinture lombaire, vraiment, il faut se réserver ça pour les grandes occasions, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous savez que vous allez faire un effort important. Bah là, vous pouvez, je vous autorise, on a le droit de mettre la ceinture lombaire. Par contre, il ne faut pas que ça devienne un objet que vous mettez au quotidien pour vous soulager, parce que c'est quelque chose de complètement passif et on retourne un petit peu vers la sédentarité, quoi. On aura bien compris, j'espère que vous aurez bien compris avec cette conférence qu'on a besoin d'activité et donc d'être actif, quoi. Donc malheureusement, l'idée est séduisante du t-shirt Parco, mais je ne pense pas que ça soit une solution durable et le remède miracle. Alors, dans la rubrique questions pratiques, c'est une personne qui n'a jamais consulté de kinésithérapeute. Est-ce qu'il doit avoir une prescription? Oui, tout à l'heure, on parlait du parcours de santé. Vraiment, vous devez voir en premier votre médecin traitant, puisque c'est votre médecin traitant qui vous donnera l'ordonnance pour aller voir le kiné, ce qui vous permettra d'être remboursé et d'être pris en charge complètement. Parce que la kinésithérapie est remboursée à 60% par la Sécu et 40% par la mutuelle. Et Élise, je ne pense pas me tromper, même avec une mutuelle de base, la kinésithérapie est prise en charge à 100%. Oui. Laurence, alors moi je vais poser la question à Laurence justement, si quelqu'un veut consulter un sophrologue pour justement être accompagné dans la gestion de sa douleur, comment est-ce qu'il doit faire? alors, il y a deux possibilités pour avoir accès à la sophrologie. D'abord, il y a des cours collectifs. Sur un cours collectif, souvent c'est dans le cadre des municipalités, il peut y avoir des cours qui sont organisés. On va prendre différentes techniques qui vont servir un peu pour toutes on va dire les situations du quotidien. Et je trouve que le cours collectif, c'est un avantage, c'est que comme souvent ce sont des cours hebdomadaires, ça oblige un peu à y aller toutes les semaines. Alors moi, je suis comme Julien, je préfère les petites choses qu'on fait tous les jours que de faire des grandes choses une fois de temps en temps. L'avantage du cours collectif, c'est une régularité. Ça, c'est la première possibilité. Et un peu comme un cours de dessin ou un cours de danse, on va introduire ça facilement dans sa routine, dans son quotidien, puisque c'est prévu sur toute l'année, c'est-à-dire en gros de septembre à juin. En sophrologie, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'être autonome. C'est-à-dire que quand on a mal au dos, on a l'impression de subir. Et tout à l'heure, je vous parlais de maîtriser, c'est-à-dire que quand on reprend la maîtrise d'un certain nombre de paramètres, on arrive à s'autonomiser au bout d'un certain temps. Ça, c'est la première possibilité. Les cours collectifs, regardez, interrogez votre mairie, ça peut être la maison des associations, ça peut être un foyer rural, ou vraiment voyez s'il y a des cours de sophrologie autour de chez vous. Plus c'est facile, plus c'est accessible, plus vous aurez envie d'y aller. Et en plus, il peut y avoir de la convivialité puisqu'à nouveau, on peut à nouveau se réunir. Ça ne gâche rien, c'est une bonne motivation pour y aller. La deuxième possibilité, c'est de faire des séances individuelles, donc de trouver un ou une sophrologue qui peut vous accompagner, vous, en faisant du sur-mesure. C'est-à-dire, alors moi, c'est ce que je fais, par exemple, à mon cabinet, c'est ce que font pas mal de sophrologues, c'est-à-dire qu'on va prendre vraiment votre problématique et puis, d'une séance à l'autre, on va vous montrer des choses que vous allez pouvoir faire. Alors, au départ, on les fait ensemble, parce que la sophrologie, moi, je trouve que ça s'expérimente. D'abord, on voit ce que ça donne, et puis on refait. Et puis, en pratiquant petit à petit, vous allez vous autonomiser pour utiliser dans certaines situations ou pour avoir une pratique régulière. Alors, il n'y a pas de règle sur des parcours en sophrologie. À mon sens, ça dépend de l'importance, de la douleur, de l'antériorité, de l'ancienneté du mal de dos. Mais normalement, sur, allez, on va dire 5 séances, on peut être autonome en séance individuelle. Même chose, alors il y a des annuaires, mais moi je pense que ce qui est important, c'est de bien s'entendre avec la personne. Euh, En sophrologie, il y a un face-à-face, mais où il n'y a pas, par exemple, vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller, voilà, vous n'êtes pas obligé, on n'est pas chez le psy, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. On va s'intéresser à votre parcours, à votre problématique.
Et puis, on va avancer sur ces exercices. Donc, vraiment, si on vous recommande un sophrologue, vous le testez une première fois. Si ça vous convient, vous continuez. Si ça ne vous convient pas, il ne faut pas hésiter à changer. Rien n'est obligatoire. Donc, il y a une grande liberté, moi, je trouve, dans la pratique. Peut-être commencer à regarder dans un moteur de recherche classique, en tapant sophrologue et puis en ajoutant l'adresse de votre ville. Et puis voir si c'est des gens qui ont des sites Internet, voir ce que vous en pensez, l'avis que vous avez, les avis qu'on peut trouver parfois sur Internet et puis avancer un petit peu comme ça. Merci Laurence. On arrive au terme de la conférence. Ça fait près d'1 heure qu'on est ensemble. Donc, nous allons conclure. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Henri Mainvielle, notre directeur général, qui va pouvoir nous dire quelques mots pour clore la conférence. Monsieur Mainvielle. Merci Élise. Bonjour à tous et bonjour à nos intervenants. J'ai pu suivre à distance cette webconférence et bénéficier de bons conseils. J'espère que chacun d'entre vous aussi, derrière votre écran, vous avez pu découvrir de nouvelles techniques pour vous aider à prévenir et à soulager le mal de dos. Je tiens à remercier bien évidemment chaleureusement nos 2 intervenants, Laurence et Julien, pour leurs interventions pertinentes et leurs bons conseils. Je remercie également les équipes de la CCMO qui se sont fortement mobilisées de façon à ce que vous puissiez suivre cette webconférence à distance. Je pense notamment à Fabien et Baptiste et également à Justine et Chloé. Merci à vous. J'aimerais également rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que vous avez un certain nombre de supports disponibles sur le site internet de la CCMO, www.ccmo.fr, donc des supports relatifs notamment à la lutte contre le mal de dos, que ce soit des podcasts, des vidéos, et notamment il y aura bientôt sur ce site le replay de la conférence à laquelle vous venez d'assister. Donc, merci à tous pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle webconférence.